Alors, en tant que documentariste et cinéaste, vous avez été amené à découvrir un certain nombre de lieux et à rencontrer des personnages qui se rattachent à ce que l'on pourrait appeler le paysage wallon, dans un sens large. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cette expérience de documentariste a pu nourrir votre inspiration lorsqu'il s'est agi d'aborder le long métrage de fiction Hiver 60? Mais Hiver 60, c'est le réel fictionnalisé, dans le sens que tout ce qui a permis de faire le scénario, avant de réaliser le film, est issu de la réalité nombreuse sur laquelle j'ai travaillé pendant une année. En fait, même plus d'une année, je dirais plus de 2 années. Donc au départ, j'ai pensé faire un documentaire sur les grèves de 1960, et peu à peu, au fil de mes investigations, de mes recherches et tout, l'idée de la fiction s'est affirmée. Mais une fiction totalement imprégnée par tout ce qu'avait été l'histoire et tous les épisodes de l'histoire de cette grève. Et on peut dire que chacun des personnages qui est fictionnalisé dans le film Hiver 60 existait dans la réalité. Ce sont tous des personnages que j'ai croisés, dont j'ai évidemment découvert non seulement le militantisme, non seulement le rôle qu'ils avaient joué dans ce moment historique, mais comment ils l'avaient vécu dans leur intimité, dans leur chair, dans leur corps, dans leurs désirs, dans leurs espérances, dans leur désespérance aussi. C'est ainsi qu'on pourrait dire que le personnage principal, c'est un jeune travailleur de Charleroi, je peux même le citer, peut-être vit-il encore, Gustave Dasch, qui avait vécu cette grève de manière extrêmement passionnelle et avec beaucoup d'attentes d'une vie qui allait changer. Et c'est son parcours. Il a d'ailleurs terminé la grève dans des soins médicaux parce qu'il avait été copieusement arrosé par un autopompe et il a attrapé une pneumonie, il a dû être soigné pendant des mois. Mais voilà, donc je pourrais resituer tous les personnages du film dans la réalité historique de l'époque. Et puis alors il y a une grande documentation que j'avais faite, non seulement les images d'archives qui vont s'intégrer dans le film, dans le cours du film, puisque le film va être rythmé par cette montée jusqu'à son climax, on va dire, les grandes manifestations les plus violentes, dont celle de la gare des Guillemins de Liège, et puis après évidemment cette répression violente qui va étouffer le mouvement et qui va le faire s'enliser progressivement à travers cette période de fin d'année, début d'une nouvelle année. Donc on avait compilé et recherché toutes les images d'archives, toutes les photos qui existaient, mais aussi les revues d'époque, pour voir les vêtements, les costumes, et on avait écouté les disques, les musiques qui avaient marqué aussi cette période. Hein. C'était une période le rock américain, et puis les grands chanteurs. Puis aussi les traditions culturelles de la Wallonie dans les années 60, comment se vivait une fête de Noël, comment se vivait un nouvel an, quelle était encore la prégnance de solidarité collective qui pouvait s'inscrire non seulement dans la grève, mais aussi dans ces moments rituels qui rythment une année. Donc oui, quelque part, ce film est une, on va dire, comment le dire, pas une cristallisation, mais essayer de magnifier le réel par la fiction, en prenant la liberté que la fiction permet, c'est-à-dire d'aller au plus profond des êtres humains, dans des zones que dans le documentaire on pourrait peut-être difficilement aborder parce que pour des règles de bienséance, de préservation de la personnalité. Difficile dans un documentaire de voir une jeune femme qui dans le contexte d'une grève va commencer à découvrir son propre auto-érotisme et son désir de l'homme et ses moments les plus intimes de jouissance provoqués par cette rencontre de l'histoire collective et des destins individuels. Mais les grèves de 60, c'est un tournant de l'histoire de la Wallonie, un tournant historique extrêmement important, parce que pour moi, ça symbolise la fin de l'épopée industrielle, la fin d'une tradition syndicale et la fin des utopies. Et en même temps, le début d'une nouvelle période qui va engendrer, d'un point de vue institutionnel, toutes les crises. C'est l'année zéro de la crise institutionnelle belge, dont la Belgique n'est toujours pas sortie aujourd'hui, malgré plusieurs réformes. Donc,
voilà, il y a la conscience qu'un monde est qu'un monde chaleureux, d'un monde de révolte, de solidarité, de travail, de dur labeur, inscrit dans le paysage, un paysage de terris, de vieilles industries, de ciel rouillé par les fumées d'usines, de neige grisée par les retombées de l'industrie minière ou métallurgique. Tout ce paysage qui a marqué les hommes, la vie des hommes, dans lequel sont inscrits les corons, les cités ouvrières, mais aussi les ducasses, les fêtes, les grèves, vu comme moment de transgression et aussi comme moment festif. Voilà, c'est la charnière. Je dirais, c'est presque une fête de deuil. En tout cas, c'est comme ça que j'ai traité le film. Le deuil d'un siècle et demi d'industrialisation et d'un siècle et demi de lutte sociale, où on va vers un autre monde. On ne sait pas encore ce qu'il sera. La consommation va se pointer, le paysage va changer fondamentalement, on va s'américaniser. Les solidarités collectives vont peu à peu se dissoudre dans un individualisme ambiant où chacun défendra son destin, défendra son emploi aussi. Face à une crise galopante où le chômage devient dominant. Jusque 60, la valeur travail, le travailleur est extrêmement fier de son travail, il est producteur de richesse. Après 60, certains secteurs de l'industrie vont être à charge de la communauté. On va dire qu'il y a trop de travailleurs, qu'il faut dégraisser les entreprises, licencier. Et donc il y a la perte à ce moment-là de la foi dans la valeur travail. Et dans tout ce qu'il faisait, dans un monde dur et éprouvant physiquement, où il y avait quand même cette conscience morale qui donnait une fierté, qui donnait à l'être un sentiment de construire le monde. Il va y avoir après le sentiment du déclassement et du désespoir rampant qui va être lancinant dans la Wallonie des années 70 surtout, et que j'ai, je pense, bien capté avec ma caméra pour un autre film qui s'appelle Chronique des saisons d'acier. Il y avait le hasard, la nécessité, les contraintes. De toute façon, je suis passionné par le documentaire. Ma carrière est bâtie principalement sur des films documentaires. Je n'ai fait que 2 fictions, dont Hiver 60, de long métrage. Et je trouve que dans les archives, il y avait une force, d'abord la force du réel, une force lyrique, la trace de ces luttes sociales, et que ça pouvait très bien rythmer un film qui était lui bâti sur des destins individuels, sur des espoirs ou des rêves enfouis qui allaient tout d'un coup trouver un moment d'utopie, d'éclosion, de concrétisation dans la transgression d'une grève et d'un moment collectif. Et que ces destins, ces 5 destins que je vais croiser pendant cette grève, étaient brassés par ce mouvement collectif. Et ce mouvement collectif, c'était ces archives en noir et blanc de l'époque. Alors le tout était de trouver ces articulations, cette dialectique entre réel et fiction, entre destin individuel et destin collectif et mouvement collectif. Voilà, c'était passionnant, c'est un enjeu de montage, c'est quelque chose de très... qui donne beaucoup de plaisir à réaliser, d'autant plus qu'on a travaillé sur ces archives, non seulement une musique originale qui devait lui donner cette tension dramatique et même épique de cette grève, mais on a rebruité, on a retrouvé les ambiances, on a fait des bruitages. Quand il y a un coup de sabre, il a été refait en studio pour donner aussi une vérité, pour réintégrer ces archives dans la fiction. Et on a toujours essayé de trouver les glissements. Bon, on commence une manifestation dans la fiction et puis elle termine dans le réel, c'est-à-dire dans les archives documentaires. Et puis on revient très brutalement sur nos personnages à nouveau face à eux-mêmes ou face aux rencontres qu'ils ont faites, parce que cette grève a changé le destin des hommes qui l'ont vécu. Et pour certains, leur a ouvert un monde et un espace mental, physique, politique évidemment, collectif, a changé fondamentalement leur nature et leur audace, leur sens qu'on pouvait pouvoir changer les choses. Pour des autres, cette grève a brisé leurs utopies, a brisé leurs rêves qui étaient des rêves d'absolu, qui ont cru que cette grève pouvait changer fondamentalement la vie.
elle ne pouvait qu'amorcer quelques changements de société et emporter dans son flot le destin de ceux qui voulaient, qui avaient quand même une vision à la fois d'un futur, mais en même temps de conscience des rapports de force, ce qui n'était pas le cas de tous mes personnages. Il y avait, on va dire qu'il y avait deux dimensions dans les grèves de 60. En tout cas, dans la lecture que j'en fais, bon, parce que c'est évidemment une lecture subjective d'un cinéaste, d'un artiste qui relit une page de l'histoire de la Wallonie, pas seulement de la Wallonie, de la Belgique. Et je suis enfant de 60, puisque j'ai connu, j'avais l'âge suffisant que pour avoir des souvenirs quand même très précis de ces grèves. Et en même temps, je suis porté dans la fin de mon adolescence par mai 68, qui est un autre grand mouvement social qui s'est passé à nos portes, voilà, et qui a ébranlé complètement ma génération dans ses valeurs. Donc la lecture était une lecture désespoir de 60, hein, de ce grand mouvement syndical de réforme et de revendication, mais en même temps était portée par cette jeunesse post-68arde qui, elle, avait non seulement le désir de changer la société, mais de changer la vie, dans le sens rabaldien, entre autres, du terme. Donc voilà, donc il y a, ces deux dimensions se sont mêlées à travers mes personnages. Il y en a ceux qui sont porteurs de cette tradition ouvrière, et d'autres qui sont porteurs de ce désir, voilà, du désir, simplement, de leur propre désir et de cet espace de liberté qu'une grève, dans tout ce qu'elle a de transgressif, peut ouvrir pour des individus, et puis de ces rencontres, parce qu'évidemment dans le brassage qu'opère un mouvement collectif, des rencontres s'opèrent entre les gens qui n'auraient jamais lieu dans la vie quotidienne. Et c'est pas les classes sociales, mais les couches sociales. Tout d'un coup, un enseignant peut être à un piquet de grève avec une ouvrière du textile, un syndicaliste de la métallurgie peut retrouver un employé des chemins de fer. Enfin, toutes ces catégories sociales qui font le monde du travail vont se côtoyer, mieux se connaître et partager la révolte et la violence, évidemment, mais aussi des utopies. Comment êtes-vous arrivé à intégrer des acteurs professionnels et français, comme Philippe Léotard, par exemple avec des acteurs amateurs wallons? Ah oui, là le casting a été une belle aventure, assez longue, parce que j'ai traîné en Wallonie dans la plupart des troupes de théâtre wallon. Voilà, je cherchais des gueules, je cherchais des types, je cherchais des gens qui avaient l'accent, qui étaient enracinés dans ce monde, dans cette culture populaire. Et en même temps, il y avait des rôles complexes, comme le rôle principal de Philippe Léotard, le rôle d'André dans le film, où il fallait un acteur qui puisse transcender, évidemment, puissamment le personnage. Alors Philippe Léotard, je l'ai rencontré par le hasard de mon travail à la télévision. J'ai fait une émission avec lui et sur lui, donc on a sympathisé. Et j'ai trouvé que son côté à la fois de révolte, mais aussi d'impuissance, collait extrêmement bien au personnage. Sa quête, un personnage en quête, un personnage qui parle des utopies, mais dont on sait qu'il ne pourra pas y arriver. La fêlure, voilà, un personnage qui avait une fêlure profonde. J'ai senti que voilà, j'avais trouvé mon acteur pour jouer le rôle principal. Après, il fallait l'intégrer à d'autres. Alors, il y a aussi des personnages que j'ai pris qui étaient personnages wallons, qui n'étaient pas des acteurs. Paul Lucas, c'est un chanteur, enfin, un chanteur-acteur. Lui, on peut encore dire, vient de ce monde-là. Christian Barbier, c'est vrai que c'est un acteur de télévision. Jean Louvet est un dramaturge, je n'avais jamais joué, mais il incarnait ces personnages dans la rudesse, dans la truculence, aussi dans le physique, simplement, et dans la connaissance de ce monde ouvrier syndical. Voilà, et puis les autres, c'était vraiment des acteurs non-acteurs, des acteurs amateurs, mais on a fait évidemment des répétitions avec eux pour arriver à harmoniser. Mais ce qui était important, c'est comment un acteur vedette comme Philippe Léotard allait s'intégrer. Et il s'est parfaitement intégré. Au point que, malgré son statut, si à midi, l'équipe de base, on va dire les acteurs principaux, pouvaient manger un repas chaud dans un petit restaurant du coin, un petit café aménagé en plein hiver du coin, pendant que les figurants
travailleurs pour la plupart ou chômeurs mangeaient un sandwich et une soupe dans un autre endroit, mais il allait se mêler avec ces travailleurs. Voilà, il s'est extrêmement bien intégré et il a aidé aussi les non-professionnels à trouver le jeu. Autant il a été généreux avec les non-professionnels pour qu'ils trouvent le ton juste, pour qu'ils puissent jouer les bonnes réparties. Et voilà, il était plus dur avec les acteurs professionnels comme Ronnie Cooter, où là, parfois, il y avait des rivalités de comédiens qui jouaient. Bon, après, c'est au réalisateur à gérer tout ce monde, parce que j'avais quand même à peu près 35 comédiens et quelques centaines de figurants à gérer. C'était mon premier long métrage, j'étais fort jeune encore. Je n'avais pas la trentaine, donc voilà, c'était une aventure passionnante, mais éprouvante. Je peux dire que j'étais à la limite de mes limites sur ce film. J'en suis sorti particulièrement épuisé. D'autant plus que c'est un film qui manquait de budget. Donc j'ai passé pendant 6 semaines mes nuits à réécrire le scénario pour essayer de récupérer ce qu'on n'a pas pu tourner et que le film tienne. Et ça, c'était... à force de prendre des amphétamines, à la fin, je ne savais plus tenir debout. Ça, bon, c'est comme ça. C'est un métier où on se donne à fond ou bien on ne le fait pas. Après avoir d'abord inscrit votre cinéma dans une veine que l'on pourrait qualifier de régionaliste, vous en êtes écarté pour vous ouvrir au reste du monde, et en particulier aux souffrances des peuples en voie de développement. Pour quelles raisons? Oui, en fait, tous mes films ont porté sur une observation, une empathie profonde avec les peuples en révolte ou parfois en détresse ou en quête d'identité. Mais j'ai commencé ma cinématographie pendant quand même, allez, on va dire 15 ans sur une quête, une recherche des racines profondes qui étaient celles de ma culture, de mon milieu, de ma région. Je suis issu du Pays Noir. Mon premier film au sortir de l'école s'appelle Pays Noir, Pays Rouge. Ça dit ce que ça dit. Le monde des mines, le monde de la révolte, des revendications, de la tradition ouvrière. Voilà, donc j'ai fait une trilogie à travers Pays Noir, Pays Rouge, Chronique des saisons d'acier sur la sidérurgie liégeoise, Pays Noir, Pays Rouge sur les mines de Charleroi, Hiver 60 sur ce grand mouvement collectif de grève insurrectionnelle qui va ébranler complètement un pays. Donc voilà, une trilogie sur le monde du travail, sur le monde ouvrier, sur la Wallonie, dont j'ai senti progressivement, et c'est le thème évidemment d'Hiver 60, mais aussi de Chronique des saisons d'acier, l'effritement des valeurs d'utopie et des valeurs de solidarité. Et je pense que là, il y a eu un tournant, et que j'ai senti un enfermement dans la Wallonie, un étouffement, littéralement. Et il y a eu un appel d'air, et cet appel d'air, c'était d'aller chercher d'autres utopies, d'autres projets collectifs, d'autres communautés humaines de par le monde, d'être témoin et porteur de la revendication d'autres. Et c'est pas par hasard que le premier film que je fais quand je quitte la Wallonie s'appelle Issue de secours. C'était sans doute, et c'était sûrement, une propre issue de secours. J'avais besoin de faire des images lumineuses aussi. Donc j'avais besoin d'aller retrouver d'autres peuples, comme je suis parti dans les favelas brésiliennes, ou à la recherche des gosses de la rue à Rio, et tous les films qui vont s'en suivre à travers le monde, beaucoup en Afrique aussi, en Iran, en Amérique latine, en Russie, à l'occasion de la chute de l'Empire soviétique. Mais disons qu'il y a eu un appel vers le Sud, c'est un appel vers la lumière. Vers une société moins individualiste, moins consumériste, où j'allais essayer de retrouver peut-être ce qui avait fait mes choix et la raison pour laquelle j'avais commencé à faire du cinéma. Parce que j'ai fait du cinéma, non pas par le pur désir du cinéma, mais par engagement social et existentiel et humaniste. Donc j'avais... Et alors ça a été ce parcours qui m'a amené des enfants du Maroc aux enfants du Brésil, et puis à des peuples qui essayent de renverser les dictatures qui les oppriment, qui les étouffent, comme ça a été le cas en Russie, comme ça a été le cas dans le Zaïre du président Mobutu. Et puis voilà, et puis après, en Somalie, l'humanitaire, sur le terrain d'une guerre, et puis un hôpital en Afrique, dans toutes ses dimensions, la lutte contre la mort au quotidien,
Voilà, puis les grands films, celui sur Mobutu roi du Zaïre, le portrait d'un personnage haut en couleur, d'un grand dictateur, d'un prince machiavélien qui a dominé son peuple pendant près de 40 ans. Voilà, et puis voilà. Puis il y a une autre dictature, puisque j'étais parti dans les dénonciations des régimes de dictature, qu'ils soient ubuesques, qu'ils soient politiques staliniens comme en Russie, qu'ils soient religieux comme en Iran. Voilà, après c'était ce cycle-là, avant de repartir sur un river movie à travers Congo River, qui était un voyage au plus profond de l'Afrique. Pensez-vous revenir un jour, à travers vos films, aux problèmes de société en Wallonie? Alors il y a eu, on va dire que depuis maintenant plus de 15 ans, oui, 20 ans, depuis 20 ans je bourlingue à travers le monde. Et pourtant, il y a eu une parenthèse. J'ai quand même fait un documentaire qui a fait un peu parler de lui. C'était La grâce perdue d'Alain Van der Biest. J'ai eu à un moment donné ce besoin de m'interroger sur un personnage politique belge, à un moment décisif de son destin. Là, quand il est au cœur des médias, au cœur même d'un lynchage médiatique quasi, au cœur de l'abandon politique, au cœur des affaires, et qu'il est accusé d'être l'instigateur de la mort d'André Cols, donc ancien président du Parti socialiste, ancien vice-premier ministre, enfin une des plus éminentes personnalités, une des plus fortes personnalités de la Wallonie d'après-guerre. Voilà, film qui m'a valu bien des tourments, puisque là j'étais en but quand même à des difficultés avec la télévision qui était le producteur de ce documentaire, parce qu'on a touché à nouveau à un nerf névralgique de la société belge. J'avais repris à nouveau à mon compte une des maximes du journalisme d'Albert Londres, un des plus grands journalistes dont il y a un prix prestigieux international, et qui dit que le journaliste doit pouvoir tremper sa plume dans la plaie. Voilà, il est là, il n'est pas là pour faire plaisir, il est là pour faire avancer les choses. Il est donc là aussi pour dénoncer, pour remuer, pour traquer la vérité. C'était le sens de ce documentaire sur Alain Van der Biest. Voilà, donc là, juste après ce documentaire, on m'a quand même, et des personnalités importantes de la télévision m'ont quand même conseillé de repartir, continuer de parcourir l'Afrique. Mais n'empêche, c'est vrai que j'ai eu des projets sur André Cols, un grand film de fiction sur André Cols. Ce qui est fou, c'est qu'on est dans un pays où il y a une amnésie sociale terrible. Le cinéma est extrêmement peu porteur, même s'il y a quelques films qui parlent de la Wallonie de l'après-guerre. Très peu se sont affrontés aux questions essentielles et aux crises majeures ou lancinantes, aux personnalités importantes de la Wallonie. Donc là, il y a un manque que j'avais commencé à aborder avec Hiver 60, que d'autres ont abordé dans le théâtre, comme Jean Louvet, évidemment, dans le théâtre, dans la littérature. Mais voilà, je pense que il n'y a pas, chez l'artiste, il y a le désir de se confronter à d'autres cultures, le désir de se mettre en danger, d'aller dans l'inconnu aussi. Hein. Donc voilà, il y a l'appel du voyage, en tout cas chez certains. Moi, j'ai de la lumière, sûrement aussi. C'est très important pour moi. Ça recharge mes batteries. Et la Wallonie ne me semble pas encore aujourd'hui porteur. Elle l'est pourtant, elle pourrait l'être, mais porteur d'assez d'espoir, d'assez de force vive, d'assez de... Quand je vois les films des Dardennes, ça me déprime. J'aime beaucoup ces films, mais c'est extrêmement déprimant. Donc, ils le font très bien. Donc, je pense qu'il faut leur laisser presque cette exclusivité, parce que... ou alors, il faudrait repartir comme Paul Meyer, que j'estime énormément, qui a réussi à faire un superbe film sur les enfants au borinage, dans des conditions de vie difficiles, mais qui est un film plein d'humanité, de vie, d'espoir et de lumière. Et il s'est efforcé de filmer en été, uniquement les jours de pleine lumière, comme s'il filmait dans le fin fond du sud de l'Italie. Voilà, c'était le message qu'il voulait porter. Donc, la Wallonie, c'est pas impossible,
c'est pas impossible de revenir sur ce monde. J'y reviendrai peut-être un jour, mais pour le moment, je me sens aussi très investi dans certains pays. Il y a des pays comme le Congo-Zaïre que je suis depuis maintenant 17 ans, dont je suis l'histoire pas à pas. Donc je me sens engagé dans cette histoire, qui est une histoire fabuleuse. Et là, je me sens extrêmement solidaire et témoin privilégié. Donc j'ai pas envie d'abandonner ce terrain, ces solidarités que j'y ai créées, que j'y ai découvert. Et donc j'ai pas encore fini là, ça c'est sûr. D'ailleurs, je n'ai plus besoin de visa pour aller au Congo, donc c'est qu'on m'a reconnu un statut particulier. Donc à un moment donné, on se métisse, on fait des synthèses, des symbioses, des syncrétismes, on pourrait presque dire, et il faut les assumer. C'est peut-être fort de ce regard extérieur que je reviendrai filmer la Wallonie. C'est très étrange de revenir en Wallonie. Je reviens de 3 mois en Afrique, et c'est toujours extrêmement étrange. En Belgique, pas seulement la Wallonie, en Belgique, un pays surréaliste, complètement en dehors de toute la rationalité possible et imaginable. 3 mois après, je reviens, il n'y a toujours pas de gouvernement. C'est difficile à comprendre quand on regarde de l'extérieur. On le comprend de l'intérieur. Mais ça veut dire qu'ici, il y a une impasse. Et peut-être que j'ai pas envie d'être le chantre des impasses actuelles. Pour vous, existe-t-il un cinéma wallon? Ou est-ce que vous l'identiferiez plutôt à un cinéma belge, expression francophone? On peut dire qu'il y a un cinéma wallon. Le cinéma wallon, c'est un cinéma qui s'inspire de la tradition wallonne, qui est très spécifique. Il y a une tradition, on va dire, ancrée. Quand on dit wallon, c'est, on va dire, l'axe Sambre-Meuse, l'axe industriel, la tradition ouvrière, populaire, de tout ce qui a été marqué par cette histoire de l'industrialisation et de la crise. Donc le cinéma wallon, c'est cet axe-là, oui. Il y a une filiation nécessairement, je pense, entre Henri Storck, film en borinage dans les années 30, en 32-33, entre Paul Meyer, film en 59, le borinage, entre Luc Deheusch, et puis entre une nouvelle génération. Alors il y a, je dirais, ma génération, où on s'est bien interrogé, on a bien plongé notre caméra au cœur de la société wallonne avec les frères Dardenne. Ça, c'est les mêmes époques, on touchait au même documentaire, dans la même région, liégeoise d'ailleurs. Ça, c'est les années 70, et puis aujourd'hui, il y a l'émergence d'autres cinéastes qui en sont porteurs et témoins. Donc oui, il y a un cinéma qu'on peut classer de cinéma wallon, qui a sa spécificité, son originalité, son esthétique, ses paysages, ses visages, ses personnages, son histoire, oui, c'est évident. Mais qui reste un cinéma... les Dardennes ont donné une reconnaissance internationale, heureusement, parce que sinon, ce cinéma n'est pas du tout ni majoritaire, ni... Voilà, c'est un des cinémas de la communauté française de Belgique, c'est un des cinémas de Belgique simplement, mais... il est l'auteur de quelques autres... Il est le fait de quelques cinéastes qui avaient leurs racines dans cette terre de Wallonie. C'est un grand débat.